Elle n'est évidemment pas la même que celle du scientifique. Le scientifique, lui, va produire un savoir d'ailleurs sans lequel on n'accède pas au changement climatique, en tout cas pour aujourd'hui, pas aux informations essentielles. Il y a même des choses majeures qu'on ne voit pas. Mais le boulot du philosophe, c'est autre chose. C'est un boulot à l'aval, de rassemblement de l'information. Il faut la tisser et puis il faut à partir de là essayer de faire un peu des récits de l'avenir, des récits des possibles. Je dirais que le travail du philosophe, c'est celui-là. C'est le travail de la chouette de Minerve. Hein. C'est-à-dire, c'est de revenir, alors là, pas tout à fait au crépuscule, parce que le changement climatique est un mouvement en cours. Nous sommes au début du phénomène, et même il y a un écart, disons, de quelques décennies entre les premiers effets d'un degré de concentration de gaz à effet de serre et puis sur les derniers effets, bien c'est très très loin parce que là c'est des millénaires, mais en termes de température c'est au moins un siècle et demi. Bon, voilà. Donc on fait quand même une sorte on est là pour tisser l'information, la mettre en lien si vous voulez avec les grands enjeux de la société et puis proposer un peu des récits de ce qui se passe et d'avenir. Alors bon, le principe de précaution, si vous voulez, c'est une véritable obsession dans certains milieux, très difficilement compréhensible, parce qu'en fait, dans sa lettre juridique, il est relativement peu convoqué. Et plus sur des questions sanitaires d'ailleurs que sur des questions environnementales. Donc il y a une forme d'aspect de fixation quasi maladive sur cette question, qui relève plus de l'ignorance, du caractère mal intentionné de certaines choses, difficilement compréhensible. Pas du tout. La preuve. Ah bon, regardez déjà le vocabulaire. On parle d'atténuation. Vous avez vu tout à l'heure les schémas. Le terme est ridicule, l'atténuation. On a besoin d'une réduction des émissions. Une réduction rapide et forte. Si vous regardez les responsabilités historiques, jusqu'en 80, la moitié des émissions de gaz à effet de serre étaient le fait de deux pays, les deux premières démocraties au monde, historiquement parlant, les États-Unis et l'Angleterre. Et manifestement, si vous regardez la responsabilité de l'état de l'atmosphère aujourd'hui, c'est quasi essentiellement, pratiquement, les seuls pays riches. Ça change un petit peu depuis une dizaine d'années avec la montée des émergents. Donc la responsabilité de l'état actuel de la planète, c'est essentiellement la responsabilité des démocraties. Alors maintenant, attention, la démocratie est une valeur en soi. Mais je n'ai pas le temps de le développer ici, mais il y a un vrai problème avec les démocraties représentatives. Elles ont été fondées pour permettre à chacun de maximiser ses capacités de production et de consommation. Ce n'est pas exactement ce qu'il conviendrait de faire aujourd'hui. Donc c'est un vrai défi pour nos démocraties. Mais la démocratie reste une valeur. En partie, c'est vrai que jusqu'à maintenant, à chaque COP, on s'est congratulé pour se réunir la fois d'après. Bon, mais en même temps, c'est extrêmement complexe. Disons qu'en même temps, je ne suis pas sûr parce que c'est l'endroit quand même où on pourrait enfin imposer une nouvelle régulation de la finance internationale. Et il n'y a pas un autre endroit où vous pourrez l'imposer, d'une certaine manière. Donc c'est vrai que par certains côtés, s'entendre sur des choses aussi difficiles à 195 nations, c'est pas une chose facile, mais où on peut le faire ailleurs. Donc oui et non, on est face à un enjeu unique. Finalement, à l'échelle de l'histoire, on le prend en compte relativement rapidement, même si en fait, par rapport au phénomène lui-même, non, on va très très lentement. Donc on est dans une série de paradoxes à ce sujet-là, mais il ne sert à rien de décrédibiliser, si vous voulez, ça. On a ça, c'est probablement pas suffisant, mais de toute façon, c'est un instrument qui reste fondamental.